discipline avec nos invités. C'est le temps de s'asseoir. Ah oui, c'est On commence en fait. Oui, exactement. Alors, on est ici pour la table ronde autour de éditer les voix courriels. C'est comme ça qu'elle s'intitule la table ronde. Puis elle va être enregistrée et disponible sur la chaîne YouTube du Sabar. Je pense que c'est ça, Marie. Exactement, oui. Je suis ici, je vais présenter les invités. Je m'appelle Félix-Antoine Désiré-Rousseau. Je suis professeur de littérature au Collège de la Flèche, ici même à Trois-Rivières. J'ai la chance d'être entouré, très bien entouré, d'Élisabeth Leblanc-Michaud qui représente le Off Festival de poésie. Oui, on peut l'applaudir. On a Anne-Marie Duquette, qui est non seulement autrice, mais aussi directrice littéraire du Sabar, revue culturelle de Trois-Rivières. On peut l'applaudir aussi. On a Annabelle Moreau, qui représente Pavillon, un projet dont on va nous parler tout à l'heure, un projet d'édition alternative, non conventionnelle, peut-être qu'on peut nommer, ou du moins, qui représente une de ces voix plurielles. Avant de on va s'en sortir, oui, c'est vrai. On va, j'aurais le goût, en fait, qu'on se penche ensemble là-dessus. Là. Qu'est-ce qu'une édition non conventionnelle? Mais peut-être qu'en décrivant vos projets, peut-être que c'est comme ça qu'on va arriver à définir ce que c'est une édition qui est non conventionnelle. Donc, j'ai quelqu'un qui veut se lancer. Elisabeth, tiens, vas-y. Tu me regardes, je vais y aller. Oui, mais en gros, c'est ça. Moi, je coordonne le Off Festival de poésie. Donc, à la base, c'est un festival de poésie qui a lieu en fait en marge du Festival international. En gros, le volet, peut-être édition alternative, c'est que depuis 4 ans, depuis que je fais partie de l'organisation, on publie à chaque année un zine. En fait, parce qu'on n'est pas enregistré officiellement. Donc, c'est notre moyen pour nous de nous autofinancer. Puis, en même temps, c'est un moyen pour nous aussi de permettre à des voix dans la marge, donc des voix alternatives, de trouver un moyen finalement de se faire entendre sous la forme d'un livre, finalement, d'un recueil collectif. Donc, ça donne une petite idée aussi. Je tiens quand même à dire qu'il y avait déjà eu des zines publiées par le passé par l'équipe qui était là avant nous. Mais nous, oui, on en a vraiment fait une habitude. J'ai souvenir d'avoir mis une cassette jaune faite dans une espèce de... boîte de poulet. Ouais, une boîte de poulet, exactement. Je regarde Sébastien derrière. Je pense qu'il avait contribué à cette publication-là. C'était... Je tiens à dire qu'on nous en parle encore à chaque année de la boîte de poulet. Ah oui, chaque année. C'est quelque chose. Ah, oui. Anne-Marie, vas-y, la revue de Sabar. Oui, bien, au Sabar, donc, on est une revue de création littéraire et en art visuel aussi, qui existe depuis 1983, donc quand même une belle longévité. Je pense qu'on est la moins alternative des voix présentes autour de la table parce que le monde des périodiques est quand même assez réglé, de plus en plus connu, j'ose espérer. Cela dit, je pense que le savoir a toujours été un peu marginal dans le milieu des périodiques culturels. On fouillait dans les archives récemment, là, dans les années 80-90, il y a beaucoup d'artistes de l'estampes qui participaient aux numéros, puis il y avait souvent des cadeaux glissés dans les numéros, des petites estampes, des cartes. Il y avait toujours une forme très, très créative, des pamphlets aussi qui étaient insérés, des fois des choses assez militantes, des fois vraiment juste de l'art visuel. Et on aime beaucoup cette liberté-là que s'autorise depuis le début le Sabar, et on tient à la poursuivre. Donc, depuis peu, l'année passée, on a mis sur pied les résidences numériques du Sabar. Donc, on déborde la voie de la revue, des pages papier, pour investir d'autres formes de création et les faire dialoguer, les faire se renvoyer. Donc, on ne se cantonne pas à la revue, on essaie de voir par-delà. On a aussi du contenu audio, dont on va faire partie de la conversation ce soir. Donc, on cherche toujours, c'est ça, à dépasser la forme attendue. Puis, c'est pas juste dans la volonté de dépasser, c'est dans la volonté beaucoup de voir quelle peut être la création libérée des contraintes. Donc, quelles sont les contraintes du magazine, de la revue, et comment peut-on les dépasser? Donc, c'est un peu comme ça qu'on réfléchit le savoir. Et la résidence numérique est une forme de dépassement. Je pense. Ça apporte beaucoup de contraintes puisque c'est uniquement diffusé en format numérique, vraiment plus évident à consulter depuis un ordinateur. Donc, c'est des restrictions quand même pas évidentes pour l'ère d'aujourd'hui qui est très instantanée au bout des doigts. Puis,
autant on va consommer beaucoup de loisirs sur le numérique, donc je pense aux réseaux sociaux, je pense à des plateformes de visionnement, on va moins consommer des arts visuels. En tout cas, moi, je le vois moins dans mon entourage. Et c'est ça qu'on veut aller chercher, qu'on veut travailler, et c'est vraiment pas une forme acquise. Il faut vraiment la travailler. Mais je pense que c'est super intéressant parce que ça permet un mode d'appréciation de l'œuvre très différent, qui n'est pas linéaire comme tourner des pages d'un magazine, qui n'est pas non plus, c'est pas la même contemplation que quand on va au musée, si on regarde une exposition sur des murs. Ça peut être hyper interactif, ça peut prendre la forme un peu wikipédienne d'un renvoi à un autre élément. Donc ça peut être vraiment plus organique, on peut jouer vraiment avec la mise en forme de l'œuvre, donc c'est très différent. Puis ce côté organique dont tu parles, je pense qu'on le retrouve beaucoup chez Pavillon. Si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y a quelque chose d'une forte facture visuelle de cet ordre-là aussi. Ouais, nous, on a essayé plusieurs choses. Bon, ça fait 3 ans qu'on existe. En fait, au mois de mai, on va fêter notre 3e anniversaire. On en est très fiers. 3 années d'expérimentation, un peu de laboratoire. On a voulu un espace qui ne ressemblait pas à ce qu'on avait déjà connu, Marie et moi, que je vois juste là, cofondatrice de Pavillon. Un espace à deux, on avait travaillé beaucoup dans des maisons d'édition, dans des revues. On souhaitait d'abord un peu se sortir des contraintes habituelles avec les revues, c'est-à-dire l'impression, et ensuite, évidemment, la distribution. La distribution, c'est des morceaux qui coûtent très cher. On avait envie d'expérimenter, de jouer sur la forme et d'avoir un terrain de jeu qui soit libre et qui s'adapte aussi aux besoins et aux envies des auteurs, des autrices. Donc, on a pensé à créer cette plateforme-là qui s'adapte davantage au projet, aux envies des auteurs, aux besoins. Donc, on touche à plein de genres, même si on amalgame plusieurs genres. Un peu, j'ai justement consulté vos résidences de création numérique. Donc, on a de la vidéo, on a de la photo, on va avoir du texte, on va avoir de l'illustration. Donc, c'est un espace vraiment d'expérimentation et d'échange. Qui est 100% numérique. 100% numérique, oui. C'est sur pavillon.qc.ca. Oui, pavillon.pluriel.ca. Donc, .ca, oui. Pour le moment, on a publié une 40aine d'auteurs, d'autrices, une 30aine de projets, et on va continuer à le faire. On a des nouveaux projets qui s'en viennent au printemps. On est très contente. On va travailler une forme que Marie ici aime beaucoup, la correspondance. Donc, on essaie aussi de faire dialoguer des auteurs, des autrices entre elles. Comme par exemple, cette année, on a travaillé avec le collectif Mère au front. Donc, on a eu 12 femmes qui ont publié toute l'année un texte par mois sur leur engagement. Donc, ça nous permet aussi de travailler avec des gens qui ne sont pas des artistes professionnels, des autrices professionnelles, et d'inscrire leur élan d'engagement dans une forme d'écriture plus professionnelle. Si on regarde ce qui est une édition alternative, c'est quelque chose qui est un peu, si je peux utiliser l'anglicisme, underground, un peu en dehors des voies normatives de l'édition. J'aurais le goût de dire ça. Donc, c'est là-dessus qu'on va plancher ensemble aujourd'hui. J'aimerais ça savoir, j'ai plein de questions derrière ces choses-là, mais est-ce qu'il y a, parce que j'aimerais ça que vous mettiez en valeur un projet dont vous êtes un peu fiers, en fait, dire, ben, on a fait ça, nous, au Off, on a fait ça, nous, chez Pavillon, on a fait ça, nous, au Sabord, puis ça fait en sorte que l'édition en soi sort un peu grandie de ce projet-là. Je peux me lancer. Déjà, je pense que c'est un très bon exemple de ce moment-ci. Le Sabord est très fier d'organiser des événements comme ça. Puis, ce que j'aime beaucoup, moi, en tant que personne qui travaille au Sabord, c'est la liberté qu'on a. Donc, on ne se fait jamais un devoir de faire une table ronde par salon du livre. C'est jamais un nombre qu'on se dit qu'on veut atteindre. Mais on s'assoit autour de la table, on se dit, il y a le salon du livre qui arrive, de quoi on a envie de parler? On a envie de parler de voies d'édition alternative. OK, on organise une table ronde. Donc, c'est cette spontanéité-là qui est extrêmement précieuse et qui donne toujours, à mon sens, des résultats intéressants. Même chose pour, on a une série d'événements audio, les conversations avec, à chaque sortie de numéro, on organise une table ronde. Puis, c'est méta-discours sur la création, c'est l'accès à la réflexion des artistes est tellement précieuse, c'est très rare qu'on y accède d'une façon aussi brute que quand elle est à même de se former. Donc souvent, on va y accéder à travers un texte qui va avoir été réfléchi, relu, pensé, mais d'y accéder par la conversation comme ça amène souvent des échanges vraiment passionnants.
Puis je pense que c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est la multiplicité des initiatives, si on veut, comme la résidence numérique, on en a parlé, pardon. Mais c'est ça, donc je pense que c'est quelque chose dont on est très fiers, cette vie-là, cette vitalité. On essaie, c'est ça, on a 42 ans, mais on essaie encore d'essayer des choses nouvelles à chaque année, de plonger dans les choses nouvelles. Puis c'est vraiment un grand plaisir de le faire. Puis c'est un plaisir aussi de travailler, c'est ça, cette espèce d'esprit de communauté qu'on essaie d'avoir, des partenariats avec des formes alternatives comme le Hub et comme Pavillon. Je pense qu'on a beaucoup à discuter et qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Donc, de contribuer à cet élan-là, c'est bon. Absolument. Je suis content d'être ici. Elisabeth, de votre côté, le Hub, c'est une nouvelle équipe là-bas, une nouvelle équipe. Je te dirais, ben c'est sûr que c'est dur de faire un choix. Là. Ça serait un peu de choisir est-ce qu'il y a un de nos projets, un de nos recueils dont on est le plus fier. C'est dur de choisir, mais en même temps, là, je vais parler vraiment au plan personnel parce qu'on est une équipe, hein, fait que je ne peux pas parler pour l'ensemble de l'équipe, mais moi, j'aurais tendance à dire le projet qu'on a réalisé en 2024, qui est un projet qui s'appelait Fenêtre sur la poésie, où, bon, comme je le disais, on tend à vouloir donner la place à des poètes qui sont dans la marge, des gens qui n'ont pas nécessairement déjà publié. Puis dans le cadre de ce projet-là, on est allé en fait à la Fenêtre, qui est un centre d'immersion aux arts pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est au Cap-la-Madeleine. Puis l'idée, c'était vraiment de permettre à ces gens-là d'assister à des ateliers de création pour ensuite pouvoir proposer une œuvre, qu'elle soit poétique au plan textuel ou vraiment au plan visuel, à apparaître dans notre recueil. Donc, pour ces gens-là, c'était une première expérience d'édition. Donc, ça, je pense, en tout cas, du moins au plan personnel, je crois bien que c'est le cas aussi pour mes collègues, mais c'est vraiment un des projets dont on est le plus fiers parce que c'est l'an dernier et là, on planche sur notre prochain fanzine et il y a des gens de la Fenêtre qui, de leur plein gré, cette année, nous ont envoyé des textes. Donc, on a réussi à créer des ponts avec ces gens-là qui sont vraiment plus qu'en dehors de la marge. Là. Qui sont carrément cités. On les entend pas, c'est Non, non, c'est ça. Autrement, on les entendrait pas. Ouais. Et vous, chez Pavillon? Dans la même ordre d'idée, on est très fiers sur notre site. On a une section, un petit bouton en bas qui s'appelle « Soumettre un projet ». Et dans les 3 dernières années, avec Marie, on a eu des très belles surprises. Des gens qui, je pense, n'auraient pas eu l'occasion de publier, de penser à ça, de rassembler leurs projets, de se dire que c'était possible et que, franchement, c'est très souvent des très belles surprises qu'on trouve là, des projets qu'on nous envoie, on nous fait confiance. Puis évidemment, c'est un honneur sur notre site, on publie des gens qui sont plus connus déjà, qui vont faire des projets qui sortent actuellement de leur projet habituel, des sentiers battus, mais là, d'avoir aussi des gens qui soit n'ont jamais écrit, soit jamais ont eu une expérience d'édition, ça nous rend vraiment fiers. Au printemps, là, ce qui s'en vient, c'est justement 2 projets qu'on a reçus via cette possibilité-là sur notre site. Donc, on est vraiment capable, je ne sais pas si c'est parce que les gens sont gênés, qu'ils veulent pas proposer des choses qu'ils n'ont jamais publiées, se sentent imposteurs, mais on aime bien recevoir des nouveaux projets à ce canal-là. Des nouvelles voix. Des nouvelles voix. Puis on espère toujours de pouvoir les accueillir, de pouvoir les éditer de manière professionnelle, qu'ils puissent ensuite avoir envie de continuer à écrire, de pouvoir poursuivre cette aventure-là, finalement. Donc, de leur offrir un espace de création qui leur ressemble. Vous avez un peu ça en commun, offrir un endroit ou un lieu où les premières voix peuvent se déployer, s'exprimer. C'est peut-être un fait aussi des voix plurielles ou alternatives ou non conventionnelles de l'édition. Peut-être même une mission, peut-être. Je sais qu'un de vos défis partagés, probablement, c'est de créer une communauté, puis de entretenir cette communauté-là qui est fragile, peut-être de plus en plus fragile, surtout dans un monde où les projets plus longs ou les projets qui se déploient plus longuement dans le temps, c'est plus difficile. Donc, comment on fait pour créer une communauté? Comment on arrive à entretenir cette communauté-là de lecteurs et
de créateurs aussi. Hein. Mais je reviendrai sur notre nom. Nous, d'abord, on a décidé de s'appeler Papillon. C'est un lieu physique. On a pensé d'abord à une communauté, on a pensé d'abord à rassembler des gens. Avec mes années que j'ai passées dans les revues culturelles, c'était vraiment ça. C'était toujours une histoire de communauté, oui, de communauté en ligne, c'est très important, mais aussi de communauté physique, de gens qui se rassemblent, qui crient ensemble, qui écrivent ensemble, qui réfléchissent ensemble. Donc, on a pensé à ce projet-là, on l'a voulu comme un espace d'échange pour la communauté. Évidemment, bon, nous, on est sur le numérique, donc on est présent sur les réseaux sociaux, on a des infolettres, un peu comme vous, on va chercher des gens comme ça, mais on aime ça aussi, puis ça, c'est quelque chose qu'on essaie cette année. On veut venir à la rencontre des gens dans les salons du livre. Donc, on a essayé, c'est notre manière un peu de sortir de notre écran, d'aller rencontrer les gens. Donc, cette année, on a décidé de venir dans 2 salons, donc en Outaouais puis ici à Trois-Rivières. C'est à ça que je pense, justement. C'est-à-dire comment on donne corps, littéralement, à quelque chose qui, lui, est complètement dématérialisé. Il n'y a pas les publications en ligne n'ont pas de matérialité. Donc, comment on arrive à faire ça? Une solution, c'est de rassembler un lieu physique. Moi, c'est ce que j'entends. Oui, je dirais, on a déjà fait aussi un événement de lecture. Ça, c'est agréable avec les auteurs et les autrices de notre écurie. Mais au-delà de ça, je pense que même si c'est un projet numérique, puis tu me corrigeras aussi avec vos résidences, ça demeure un espace qu'on veut pour discuter, pour échanger. On a créé une section qui s'appelle lecteurs, lectrices en résidence. Donc, on a demandé à des gens de l'extérieur de la plateforme de lire les textes de la plateforme et de les commenter et peut-être de correspondre avec ce qui se crée sur la plateforme. On a envie de continuer à faire ça. Il y a un dialogue artistique qui peut se créer avec ça. Mais au-delà de ça, je pense que encore de venir en personne, de venir discuter, de venir voir ce que les autres font, c'est important. Notamment dans les revues, notamment dans les festivals, dans les événements. Parce que la littérature, oui, ça devient soit du papier, soit c'est numérique, mais ça demeure pour moi une histoire de gens, de personnes, de rencontres, de discussions. C'est un discours qu'on débute puis qu'on n'arrête jamais finalement. Qu'est-ce que fait de vos savants? Mon Dieu, on fait tellement de choses. J'ai envie de parler de tellement de choses. Déjà, je pense qu'effectivement, d'organiser des événements en personne, c'est vraiment une des grandes clés. Voir concrètement qui s'intéresse à ce qu'on fait, est-ce qu'on peut leur parler, est-ce qu'on peut les rencontrer, aller vers eux, par rapport à eux. Donc, à chaque sortie de numéro, le Savoir fait 3 événements. Un virtuel, j'en ai parlé, des conversations avec, qui sont une table ronde. Mais on fait aussi toujours un événement en Mauricie et un événement à l'extérieur de la Mauricie. Donc, on va à Montréal beaucoup, à Québec, on est allé à Rimouski, on est allé à Sherbrooke, on se promène vraiment, on est allé aussi au centre du Québec plusieurs fois. Donc, on veut vraiment se promener, c'est ça, rencontrer des gens. On est très fiers que ce soit une revue trifluvienne. On est très fiers de ça, c'est dans notre identité. On ne veut pas que ce ne soit que ça. On ne veut pas juste toucher le public trifluvien. On veut faire rayonner l'art trifluvien, la littérature trifluvienne. On a aussi des auteurs et des artistes et des autrices de partout au Québec, voire du Canada. Donc, on veut vraiment engager ce dialogue-là, cette conversation-là. Donc, déjà, il y a ça. Il y a aussi, je trouve ça vraiment intéressant, l'idée de lecteurs et lectrices en résidence. Je ne connaissais pas cette idée-là, mais côté création, on veut aussi, je pense que dans le soin du travail de l'édition, on peut vraiment aller à la rencontre de l'auteur, de l'autrice. En tout cas, moi, de mon côté, je ne peux pas parler pour la directrice artistique, mais en littérature, je veux vraiment être à l'écoute du projet. Je pense que c'est la base en édition, mais je pense que le lien de communauté commence à ce moment-là. Les gens sont touchés quand on s'intéresse vraiment à leur création, puis c'est la moindre des choses, mais ça demande du temps. On le sait, on en a peu, les choses vont vite. Mais je pense que de s'attarder à la volonté, au projet, d'aller dans le sens de l'auteur, de l'autrice, ça permet déjà de créer un lien qui va être vraiment important. Moi, j'en vois souvent des gens, je croise des gens qui me disent « Ah, j'ai publié dans le numéro, tu sais, on est rendu au 129, ils me disent « J'ai publié dans le numéro 98 du Savoir ». Il y a encore ce sentiment d'appartenance-là, puis moi, ça me touche tellement, puis je n'étais pas là à l'époque, mais des personnes qui étaient à la direction littéraire à ce moment-là avaient fait ce travail-là aussi de rencontre, de proximité, d'échange. Puis
je pense que ça marche et que ça contribue vraiment au sentiment de communauté du côté des artistes. Donc, on essaie de créer une communauté avec le public à travers les événements. À travers différents événements aussi, on a organisé un atelier de tir récemment. C'est pas dans une série, c'est pour essayer. On avait envie d'essayer ça, on s'est lancé, la réponse était là, les gens étaient là. Donc on voit qu'il y a une communauté qui est intriguée, qui est curieuse. On a vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc voilà, il y a un volet plus communauté avec le public, communauté avec les artistes et les autoristes. Peut-être que vous profitez aussi des initiatives passées qui arrivent à faire son chemin un peu éventuellement. Bien, ça, c'est une autre affaire. Si on avait le temps, j'aimerais ça y réfléchir et en parler plus longuement, mais on a l'avantage et le désavantage de la longévité. Donc, le fait qu'on ait 42, presque 43 ans, ça fait qu'on voit qu'on perd un public qu'on avait depuis des années parce que justement, on a plusieurs initiatives, il y a des choses qui changent un peu pas dans la revue. Donc, on en perd, on en gagne, ça nous fait toujours de la peine, mais je pense qu'il faut se rappeler que c'est mouvant, puis que c'est ça qui est important, c'est de garder cette mouvance-là et de l'embrasser. Donc, c'est quand même un défi, mais c'est hyper intéressant, parce qu'on dit beaucoup sur ce que le savoir devient. Ça garde un mouvement, en tout cas. Il y a comme un mouvement là-dedans. Ouais. Pour le Off Festival de poésie, ça doit... Oh, madame, vous avez une question? Je vais juste... J'aimerais connaître qui étaient les créateurs du savoir. Ah mon Dieu, les fondateurs, c'est Guy Marchand et Jean Laprise en 83 qui ont fondé ce ensemble. Pour le Off, qui est un événement ponctuel, mais on a vu se multiplier ces dernières années plusieurs initiatives, dont celle dont tu parlais tout à l'heure, celle sur l'écriture chez... Tu veux dire vraiment par rapport au off, là? c'est-à-dire qu'il y avait un off pendant le week-end, le temps du Festival de poésie, qui est un événement ponctuel au mois d'octobre à Trois-Rivières. Puis là, on voit les événements, en fait, se multiplier. Donc, voilà, donc tu nous en Oui, parles. ben, en fait, c'est sûr que nous, c'est ça. Nous, on profite peut-être du fait qu'on a aussi, là, je trouve ça intéressant de parler de. C'est autant un problème, c'est un beau problème. Moi, j'ai envie de dire, la longévité, nous, ça fait 19 ans que le Off Festival existe. Mais c'est ça, fait qu'il y a plein de choses qui ont été faites avant que je sois dans l'organisation. Il y a plein de choses qui se font depuis. Nous, on a quand même la chance avant d'être en mode édition, on est en mode événementiel. Nous, c'est un peu comme l'inverse. On crée un événement et notre événement emmène des gens à nous envoyer leurs textes. Donc, je sais que je m'en vais avec ça. Les initiatives pour entretenir une communauté. C'est ça, fait, pour entretenir la communauté, c'est sûr que nous, on avait une certaine communauté. Il y avait des gens, il y a des habitués, il y a des gens qui viennent à chaque année au festival. Depuis, il y a des gens qui nous envoient aussi des textes à chaque année. Mais nous aussi, on voit que le public change. Nous, on a un public qui est excessivement, j'ai envie de dire, jeune. On en appelle beaucoup à une certaine jeunesse. Par jeunesse, j'entends peut-être 35 ans et moins. C'est sûr qu'il y a un renouvellement. Hein. À un moment donné, les gens ils vieillissent. Puis c'est ça, c'est comme des nouveaux publics. Mais nous, j'ai de la misère, je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. Peut-être que c'est parce que les gens ont un besoin de s'exprimer qui est très fort, puis qu'on n'a pas toujours l'espace, mais nous, on a une communauté qui, on n'en revient pas à chaque année, mettons, de comment les gens sont toujours de plus en plus nombreux. Puis ça se mobilise. Puis ça se mobilise. Oui, on crée des événements, on crée un recueil à chaque année depuis 4 ans, mais puis on l'alimente, tout ça, je veux dire, on est en contact constant avec notre public, on va vers les gens viennent vers nous. Mais c'est ça, je crois vraiment que du fait peut-être qu'on donne une voix à des gens qui autrement en auraient peut-être pas, que ce soit sur scène ou en littérature, que c'est ça, ça emmène des gens qui, à chaque fois, des nouveaux visages qu'on n'a jamais vus, puis qu'on n'aurait peut-être pas su comment aller les chercher, mais on est allé les chercher. Puis en tout cas, je pense à ça tout beau en même temps. J'ai l'impression que le off jouit d'une notoriété, tu sais. Oui. Puis comment on fait quand on... Puis je vais peut-être la poser aussi. Ouais. C'est peut-être à Anne-Marie, peut-être moins ça s'applique un peu moins à Annabelle, mais éventuellement, je pense que la notoriété commence à se faire de pavillon, ça commence à être connu de plus en plus. Comment on fait pour rester dans les marges quand c'est notre identité? J'ai l'impression que le savoir est un peu comme ça.
l'offre est comme ça Ouais. aussi. Ben, si je peux me permettre, là, parce qu'entre-temps, je vais oublier la question, sinon je m'excuse, là, mon cerveau fonctionne comme ça. C'est sûr que Je la rappellerai, Elisabeth, Ok, c'est quelque merci. chose. C'est sûr que c'est un défi. Tu sais, nous, on est arrivés, c'est un événement qui est déjà bien établi, oui, à Trois-Rivières, mais partout au Québec. Nous, à chaque année, il y a des gens de partout qui viennent assister au festival. Il y a aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais des gens de partout qui envoient des textes. C'est pas parce que c'est un festival de poésie de Trois-Rivières que ça se restreint aux poètes et aux poétesses de la région. Vraiment pas, on ne se restreint pas, on ouvre la porte à tout le monde. Mais c'est ça, tu sais, le défi, c'est à la fois d'être en mesure de garder, intéresser le public, tout en se renouvelant, tout en répondant. C'est d'être beaucoup à l'écoute, en fait. Tu sais, on essaie d'être beaucoup à l'écoute de qu'est-ce que le public veut, tout en essayant de, comment je peux dire, d'aller au devant, en fait, de ce que nos publics veulent. Mais pour ça, il faut écouter. Parce que... Il faut lire beaucoup aussi. Faut lire, oui. Ah ouais, ok, c'est vraiment bien dit. Il faut lire vraiment beaucoup. Ça, c'est vrai. Puis il faut écouter beaucoup dans le sens où, puis ça, j'aurais peut-être le dire, tu sais, depuis le off, ça, je vais mettre ça à terre, là, je suis allée, là, mais... Tu sais, pendant longtemps, le off, c'était pas mal le seul événement à Trois-Rivières de lecture de poésie alternative en dehors du Festival international de la poésie. Depuis, il y a des petits qui se sont faits. Tu sais, on a aujourd'hui, je vais parler des Faits ferrés, entre autres, qui à tous les mois organisent des micros ouverts au Café Bar Zénob. Je ne veux pas être prétentieuse, mais on s'en est déjà parlé. C'est quand même cet espace-là que les Faits ferrés ont pris et ont pu prendre. C'est entre autres parce que le off, avant ça, a permis ça. Et aujourd'hui, on le voit, c'est ça. Les gens ont envie de s'exprimer, ont besoin de s'exprimer. De continuer la réflexion dans d'autres Ouais. lieux. Dans d'autres lieux. On voit le Encore off. plus en... Ouais. Fait que là, c'est comme, On voit le le off off. est en marge, mais là, il y a même en marge du off. Fait que, Qui est quasiment devenu un événement moins marginal ou je pense qu'on C'est est une question, encore je pense que marginal. On a beaucoup de gens qui viennent, mais je pense qu'on continue à être marginal parce qu'on on fait de la place à des gens qui autrement en auraient pas. Fait que de facto, on ne sait jamais à quoi s'attendre aussi. Les gens ne sont pas nécessairement publiés, on ne les a pas nécessairement lus. On laisse la chance aux gens d'essayer des choses, ce qui n'est pas nécessairement le cas de d'autres événements qu'on ne nommera pas parce qu'il faut avoir été publié à plusieurs reprises. Mais nous, on laisse cet espace-là, fait qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est toujours des belles surprises. Là, il faudrait que je touche du bois, là, je ne veux pas me jinxer, là, mais jusqu'à présent, ça a toujours été des bonnes surprises. Ben justement, comment on fait pour garder cette identité-là en vie? Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Elisabeth, parce que je pense que le mot-clé, c'est le fait d'essayer. Puis vous me direz si je me trompe, mais au savoir, ce qui fait qu'on reste un peu marginal, malgré la forme quand même plus traditionnelle, qui est quand même pas celle du livre, mais c'est le fait qu'on ait une plateforme pour que les auteurs et les autrices essaient des choses. Donc, on va avoir souvent des gens qui vont faire de la nouvelle ou du roman, qui vont nous proposer de la poésie, puis qui vont dire « Hey, je me lance, j'ai le goût, j'essaye ». Je pense que les revues, en tout cas, nous, c'est notre mission de servir à ça, d'être un endroit expérimentaire, d'être un endroit pour essayer des choses, sortir de sa zone de confort. Bon, c'est un peu convenu ça aussi, mais on voit les auteurs et les autrices le faire, puis c'est tellement beau à voir. C'est une belle vulnérabilité que les gens embrassent quand ils nous soumettent des projets. Nous, c'est ça qu'on accueille. On n'en a pas beaucoup parlé aussi, mais notre comité de lecture, qui fait la sélection des textes, contribue énormément à ça, contribue énormément à accepter ces projets-là. Des fois, on va avoir des nouvelles plus conventionnelles, entre guillemets, super bien structurées, qui respectent les codes de la nouvelle. À côté, on va avoir un projet là, vraiment éclectique. On ne sait pas trop si c'est de l'essai, de la poésie. Puis on va aller vers ça. On peut aller vers ça, tout dépendamment de la qualité des projets, mais on a une équipe qui embrasse cette protéiforme, ce projet-là ou des différents projets difficiles à saisir. Puis je pense que les revues, en tout cas, moi, mon expérience, c'est que c'est un endroit magnifique pour essayer ces choses-là. Puis même au niveau graphique, la revue qui s'aborde se veut très, très éclatée, très disponible pour les projets. Donc notre graphiste est vraiment à l'écoute du projet et va essayer de voir comment il peut le servir au mieux, même graphiquement dans la présentation. Un des défis de Pavillon a été peut-être de créer une identité. Ça a été
C'était un défi, mais c'était aussi un grand plaisir. Pour avoir repris une revue Lettres québécoises, quand je suis arrivée, ça faisait près de 45 ans que ça existait, puis on m'a donné carte blanche pour faire un peu ce que je voulais. C'est le fun, mais il faut prendre en compte beaucoup de choses. Quand on part un nouveau projet, on a juste nous et les... On ne peut pas changer un magazine comme sa base du jour au lendemain. On peut pas. Il est déjà très bien. D'ailleurs, c'est une des questions magnifiques. La refonte de la maquette est Exceptionnel. Exceptionnel. Tu as vécu ça aussi, tu as fait une refonte de maquette pour la québécoise. C'est Oui. complètement qui a donné une nouvelle, un nouveau souffle, peut-être une nouvelle voix à la québécoise. Oui, je pense que tu disais pour conserver, je pense que particulièrement, il y a deux choses avec les revues. Je pense que les revues restent toujours en marge, les revues culturelles. Peu importe, même si on essaie de les tirer, même si on les finance, même si ça demeure des organes de création qui sont extrêmement marginaux. Puis je trouve que c'est une place, en tout cas pour moi, une place qui est confortable, la marge. J'ai pas envie de pavillon. Bon, on a envie que ça se développe, bien sûr, mais on a envie que ça demeure un projet. Puis les revues, c'est un endroit qui, je trouve, est très encore marginal. On le voit, il y a des défis toujours, c'est pas facile les revues, bref. Mais ce qui aide beaucoup à survivre, je trouve, c'est que c'est un défaut, c'est une qualité, il y a un certain roulement. Je trouve que c'est bien parce que ça prend beaucoup de tête pour faire des bonnes revues, pour faire des projets comme l'offre, pour faire des projets, je trouve, comme Pavillon. On a besoin, on parlait de communauté tout à l'heure, ça prend une communauté qui est là pour écouter, pour créer, mais ça prend aussi une communauté à l'interne pour être à l'écoute, pour développer quelque chose. Donc, on a vraiment besoin de ces espaces vraiment en marge. Puis, je trouve que notre marge va assez bien. Au Québec, on est relativement foisonnant de la marge, des voies alternatives. On est capable de réfléchir ensemble, de créer des projets. Après, c'est peut-être de les pérenniser qui est le plus difficile. Puis même nous, on se pose souvent la question, est-ce qu'on a envie que Pavillon, ça devienne une institution? Est-ce qu'on a envie que Pavillon existe encore dans 15 ans? C'est quelque chose que je pense que d'avoir pas de contraintes physiques en ce moment, c'est-à-dire pas d'imprimeur et pas de diffuseur, ça nous permet de rêver à tellement de choses. On a envie de faire vraiment plein de choses. On a envie de faire plus d'événements comme vous, évidemment. Des fois, j'essaie de résister, j'avais envie d'imprimer des choses. Moi qui viens de la revue, puis il faut que je me calme parce que je sais que c'est pas nécessairement la bonne avenue. On a envie d'investir cet espace numérique-là qui nous permet, en fait, ça peut, j'en ai pas parlé, mais nous, notre modèle, on travaille en feuilleton, c'est-à-dire qu'on fait des projets avec des auteurs, c'est une série, donc il peut avoir 20 morceaux, 5 morceaux. J'ai travaillé avec un poète pendant 1 an et demi, Jean-Pierre Gorquignan. Tu disais tout à l'heure, vous recevez des projets de gens qui sortent un peu de leur genre. Jean-Pierre, c'était un romancier qui me disait, Annabelle, j'ai voulu écrire de la poésie. Donc, il a essayé ça, puis il a été la personne qui a publié le plus longtemps. Elle a publié pendant 45 entrées, en tout cas, ça fait 1 an et demi. Il pourrait publier 5 recueils maintenant. Donc, avec tout ça, c'est un espace qu'on peut étirer, qu'on peut modeler vraiment. Puis, on peut aussi ajouter de la vidéo, on peut aussi ajouter j'ai publié la deuxième année de Pavillon, j'ai fait un roman photo avec un écrivain français, un photographe de Montréal. C'était vraiment chouette aussi. Donc, j'aime l'idée sur l'espace qu'on peut essayer quelque chose de nouveau. J'ai en tête Martine Delvaux qui a fait un journal de création maintenant qui est magnifique. On peut la suivre d'entrée en entrée. Le photoroman aussi est magnifique. D'ailleurs, dans l'ADN en fait, de vos voies alternatives, il y a cette conjugaison-là de la photo, du texte. On dirait que c'est comme si l'art visuel devenait un souffle à l'écriture. C'est un peu un va-et-vient entre les deux. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je trouve ça très riche comme modèle. Je sais que Savard, c'est même le cœur de son identité. Oui, c'est ça. C'est notre mission d'allier création visuelle et création littéraire. Donc, c'est vraiment des artistes différents qui font les arts visuels, les arts littéraires. Plusieurs personnes pensent que c'est la même personne qui fait les deux, mais c'est vraiment l'équipe du Savard qui fait le jumelage, qui fait l'alliance. Et c'est vraiment ça l'identité du Savard.
savoir, c'est cette rencontre-là. Je pense que tantôt, quand tu as posé la question de quoi on est fier, le mot que j'aurais dû vous dire, c'est rencontre. C'est vraiment dans la mission, c'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on fait dans la revue. Donc, c'est la rencontre entre des artistes, entre du public et des artistes. Et le visuel, pour ça, est hyper intéressant parce qu'on ne l'apprécie pas de la même façon qu'on va apprécier une œuvre littéraire. Et ça peut paraître hyper anodin, mais ça se rend jusque dans notre choix de papier. Donc, quel papier va servir l'œuvre visuelle, mais ne va pas être fatigant à la lecture. Notre ancienne maquette, elle avait un papier couché, un petit peu plus illustré. Puis, on ne pouvait pas lire des textes très longs parce que c'est fatigant visuellement, mais ça servait super bien des images. Dans la nouvelle maquette, on a choisi un papier différent qui permet de rentrer plus en intimité. C'est un papier mat, donc vraiment moins épuisant, qui permet de lire, mais qui sert aussi les images. Et je pense que le fait qu'on n'apprécie pas de la même façon ces deux, intellectuellement, mais aussi émotivement, j'ai envie de dire qu'on n'apprécie pas de la même façon ces deux formes d'art-là, fait qu'à mon sens, elles se côtoient très bien. Donc, on peut choisir d'ouvrir le savoir, de se plonger dans la contemplation. On peut choisir d'aller à la rencontre d'auteurs, d'autrices dedans, de rentrer dans leurs univers. Et ça permet aussi, finalement, d'enrichir les deux d'une certaine façon. J'ai envie, peut-être que c'est pas la meilleure image, mais j'ai envie de comparer à matcher un vin avec un repas. Donc, le vin a son goût, le repas a son goût, mais les deux ensemble, c'est un troisième goût qui n'est pas forcément meilleur, c'est juste une troisième saveur. Donc, je ne dis pas que c'est toujours mieux un texte avec une image, ça va être très bon un verre de vin seul, mais de le matcher, ça crée quelque chose de nouveau qui n'existerait pas. Ça met en lumière des aspects de la visuelle et des aspects du texte qu'on n'aurait peut-être pas vu autant si ça n'avait pas été jumelé l'un avec l'autre. Donc, je pense que ça permet de jeter un éclairage particulier sur les deux œuvres. L'idée du vin Ça marche, hein? Ouais, ça marche. Peut-être parce que c'est dans le souper. Je vois dans le zine, tu les as lancés par terre tout à l'heure, théâtralement. Mais il y a cet appel à la couleur, puis je pense aux événements, parce que je suis un fidèle du depuis plusieurs années déjà. Et il y a toujours une partie spectacle dans les lectures de poésie du off. Est-ce que ça peut être. On parlait de photos, d'art visuel, mais on est peut-être dans une espèce d'art total des fois. Ben, pour nous, en fait, c'est drôle parce qu'on a comme eu la réflexion quand on est arrivé, la nouvelle équipe, puis on s'est dit, bon, OK, festival de poésie, OK, la poésie à l'écrit, la poésie performée, mais on se dit, la poésie, souvent on pense aux mots, mais au final, nous, on part de. Notre base, en fait, c'est de dire que la poésie, il peut en avoir dans tout. Il y en a dans, tu parles d'art total, fait que, je veux dire, on offre des expositions pendant le festival, dans nos recueils. Je veux dire, oui, il y a du texte, mais il y a également, que ce soit des illustrations, que ce soit de la photographie, c'est vraiment à la discrétion des poètes. Puis on le voit année après année, de plus en plus de poètes et de poétesses qui s'allient à des artistes en art visuel ou à des photographes pour eux-mêmes nous proposer une œuvre qui allie à la fois art visuel et poésie au plan vraiment traditionnel, là, qu'on l'entend. Puis oui, dans nos événements, ben c'est ça, comme je le disais, il y a de la performance, je veux dire, il y a des gens qui vont lire des textes poétiques, mais il y a des gens qui peuvent lire du théâtre, il y a des gens qui vont faire du conte, du slam. Je veux dire, l'année dernière, on a eu une performance d'une artiste de burlesque. Fait que, tu sais, c'est quand même, ça peut être assez éclaté, mais on juge que la poésie, c'est ça, peut se retrouver dans tous ces médiums-là différents, finalement. Il peut même avoir un chanteur populaire. Oh mon Dieu, t'es venu au cabaret de l'amour. Exactement, ou Gab Paquet. Il y a plein d'affaires qui peuvent sortir de ce genre. Ça, tantôt, on disait des enfants, on était fiers, là, celle-là, chanteur de charme au Coconut Bar. Là. Exact. C'est magnifique. Ouais. C'est vraiment kitsch à souhait, c'est parfait. Pavillon, en fait, j'ai l'impression que c'est ça. Là. Est-ce que c'est la forme numérique qui a amené ça? Ou est-ce que c'est. Mais je pense que Marie et moi, on avait vraiment. Ben, déjà, on est des grandes lectrices, on aime la littérature et tout ça, mais on avait envie de laisser un espace à d'autres formes d'art qui nous touche autant. Puis là, on est très contente. On a récemment planifié nos prochaines publications pour cette année et pour l'année prochaine. Puis il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de
se cristalliser, je dirais, après 3 ans. On a vraiment envie de faire dialoguer plusieurs formes d'art. On peut parler, par exemple, du projet de Martine Delvaux, qui est un projet classique d'écriture, mais bon, ce qui s'en vient, il y a plein de choses. Il va y avoir de la photo, certainement de la vidéo. On aimerait ça aussi avoir de l'audio. Je pense que c'est quelque chose qui a tellement de possibilités, puis que la plateforme permet. Très récemment, je parlais avec un auteur qu'on va avoir envie de publier dans les prochaines années, puis il m'a dit j'ai voulu expérimenter une forme d'art qui est sans texte. Comment je fais ça? Est-ce que l'avion est capable d'accueillir ça? Je ne sais pas exactement ce que ça va donner, ce qu'il va nous présenter, mais je pense que c'est un espace qui est libre, qui est possible d'inventer pour les auteurs et pour nous, on a envie de laisser ça ouvert, que les genres, que les formes soient. C'est drôle, c'est un peu la prochaine question que je vais poser. C'est comme si le médium va imposer une forme. C'est comme si le médium arrivait à imposer sa forme même. C'est ce que je vais vous poser. Est-ce que vous remarquez des fois dans les créations, dans les propositions, des formes qui sont dues peut-être même au format de vos publications, de votre édition? Je pense à ça qui est une forme de littérature sans mots, c'est quand même assez intéressant. Ouais, sans texte. On a eu plusieurs choses, on a expérimenté plusieurs choses. On a eu de l'illustration, j'ai parlé du roman photo tout à l'heure, on a eu des récits photographiques. Je ne sais pas ce qui fonctionne le mieux, mais j'ai envie de dire qu'on a beaucoup d'illustrations, c'est vraiment intéressant parce que, par exemple, dans le savoir, je consultais votre dernier numéro, j'ai beaucoup aimé le texte d'Annie Lafleur qui était en relation avec un texte, ben, c'était pas un texte, c'était des images tirées de films avec Édith de la Chenelière. Il y avait peut-être une dizaine d'images. Et je me disais, wow, c'est audacieux quand même d'en mettre autant. Ça nous laissait beaucoup d'espace pour respirer, pour réfléchir. Puis, bon, les images aussi, c'est deux femmes qui sont dans une contemplation au bord de l'eau, donc on se laissait vraiment bercer par leur. Mais à papier, on peut faire ça, mais on peut mettre 50 images si on veut. Donc le format s'adapte vraiment oui, au texte, mais je me demande si justement, peut-être qu'on va pouvoir avoir des projets qui partent de d'autres formes d'art pour aller vers le texte. C'est vraiment un processus, puis d'année en année, je pense qu'il y a de plus en plus d'expérimentation sur la plateforme. Puis j'espère qu'on va devenir aussi un endroit où les gens ont envie de se dire « Hey, j'ai un projet un peu étrange, je ne sais pas exactement. Encore plus marginal. Encore plus marginal que partout. Il n'y a personne qui en veut, mais j'ai envie de m'éclater, d'aller chez vous à Pavillon. Voici mon idée. Voilà, c'est lancé, même si vous êtes à plusieurs. On lance ça sur les ondes. Et vous, Anne-Marie, chez Au Saveur? Honnêtement, j'ai pas tellement l'impression que la forme, que la proposition du savoir va appeler certaines formes particulières ou que les gens vont écrire. J'ai l'impression que c'est vraiment plus, comme je le disais plutôt, dans l'essai de différentes formes, de différents genres. Donc, il y a des gens qui sont habitués par la poésie qui vont se lancer dans la nouvelle, ce genre de choses-là. Là où je vois qu'il y a peut-être plus de création, c'est au niveau de notre graphiste qui fait un travail elle-même de création. On considère que c'est une créatrice de la revue parce qu'elle fait vivre les textes et les œuvres visuelles de façon tellement surprenante. Nous, à chaque fois qu'on voit la maquette, on est éblouis. Tu parlais de mettre 50 images, par exemple. Elle va réussir à prendre une vidéo dans le numéro 127 qui était sous le thème sororité. Il y a une vidéo, c'est un projet artistique. L'artiste demandait à des gens, à des femmes de danser leur maternité. Donc, ça a l'air comme super abstrait. Puis là, nous, on voyait des vidéos, les captations, les performances de danse. Et notre graphiste a réussi juste en alignant plusieurs images, a réussi à reproduire cette danse-là, l'idée du mouvement, puis aussi l'intention. On voyait très clairement l'intention de l'artiste de performeuse dans cette succession d'images. Mais ça y tenait encore une nouvelle saveur parce qu'on voyait les arrêts. Donc, ça donne une nouvelle appréciation de cette œuvre-là dans ce troisième temps. Donc, je pense que c'est là que le jeu se fait le plus profondément. Et pour le coup, c'est vraiment un travail de création, mais des choix de la graphiste. Donc, c'est vraiment particulier. Puis moi c'est ça m'éblouit toujours. Ça me donne toujours envie d'essayer moi-même des nouvelles choses avec les auteurs et les autrices. Comme pour le texte d'Annie Lafleur, ça peut paraître banal, mais elle a beaucoup de références à des auteurs qui l'inspirent pendant son texte, avec qui elle dialogue dans sa création.
on a choisi de les mettre en marge, puis de les mettre bien en évidence pour vraiment mettre de l'avant ce jeu de dialogue-là. Donc, on essaie de toujours s'approcher au plus près du projet de la personne qui nous propose, se présente. Et c'est ça, comme je disais, je pense que la forme de la revue permet ces jeux-là. Ben oui, exactement. En fait, c'est la revue, en fait, en soi, en tant qu'espace, puis au savoir, c'est vrai, vous l'exploitez très, très, très bien. Puis en plus, on a la faculté de. Pas la faculté, c'est pas ce que je veux dire, mais on a la capacité de mettre des codes QR. Donc, pour toutes les œuvres qui contiennent une dimension audio, une dimension audiovisuelle, on a parlé de l'œuvre, par exemple, de Edmond Rochette qui a gagné le prix Louis Bailly, pas cette année, l'année précédente. Son œuvre, c'est une sculpture qui tombe du ciel. C'est magnifique, c'est une chose qui se passe une fois, il a pu la faire plusieurs fois. On peut renvoyer aux vidéos, puis on peut faire apprécier cette sculpture-là aux gens. Donc, c'est aussi. L'œuvre est intermédiaire. Plusieurs espaces pour l'œuvre, plusieurs façons d'exister aussi dans ces genres, dans ces formes. Ouf. Est-ce que tu te rappelles la question? Je trouve ça fascinant. Non, mais je trouve ça. C'est parce que l'affaire, c'est que je vous écoute tellement parler que j'oublie l'idée de départ. Mais tu parlais du format finalement. Oui, exactement. Parce que finalement, le format, peut-être pour le off dans vos zines, c'est peut-être quelque chose, mais j'avoue que dans vos arts de la scène, nous, c'est sûr que sur scène, il n'y a pas beaucoup de contraintes, excepté que, disons, s'il y a une scène, je veux dire, la contrainte, elle est là, elle est physique, de cet espace-là. Mais c'est sûr qu'on n'a pas de, comme je le mentionnais un peu tout à l'heure, oui, il y a des gens qui vont lire de la poésie, il y a des gens qui vont faire du slam, il y a des gens qui vont faire une lecture théâtrale, de la performance, du hula-hoop. Du hula-hoop! Ben oui, l'année passée au salon, c'est vrai, on a eu Dany Laferrière qui fait du hula-hoop. On ne savait pas, on savait pas du tout qu'il allait faire du hula-hoop. Personne ne le savait. C'est vrai, ça, que personne ne le savait. Fait que, tu sais, c'est juste au off que ça peut se passer, faire du hula-hoop à Dany Laferrière. C'est quand même, on peut faire check. Ben, moi, j'en reviens encore, mettons, de pouvoir dire que j'ai vu Dany Laferrière faire du hula-hoop. En rendant un poème, je tiens à le dire, il ne faisait pas que du hula-hoop, là. Il y a quand même lecture de ce qu'il faisait. Ben oui, tu sais, c'est ça, le off, du moins sur scène, permet vraiment un éclatement de la forme. J'en ai pas parlé, mais on aime beaucoup aussi inclure de la musique. Ça, c'est nouveau. L'ancienne équipe le faisait. La première année, je pense qu'on était un peu frileuse, on n'avait jamais fait ça. Mais là, depuis 2 ans, on aime ça, avoir de l'improvisation musicale avec des gens qui lisent. Évidemment, si les gens qui lisent sont à l'aise à être accompagnés en musique. Puis ça aussi, on dirait, ça me rappelle un peu l'idée d'Anne-Marie tout à l'heure d'avoir, tu disais, bon, le vin, le repas, puis ensemble, c'est une nouvelle création. Mais il y a un peu de ça, tu sais. C'est un troisième goût. C'est un troisième goût. Qui n'est pas le même. Qui est pas le même. Ouais, fait que ça, j'adore ça. C'est sûr qu'après, au plan plus physique, tu sais, pour le recueil, on est de notre côté, bon, il y a toute une question aussi financière. Nous, on est autofinancé, là. Fait que c'est sûr qu'on a un format dont on peut difficilement déroger en termes de vraiment de l'objet, là, la dimension qu'il a, la couleur qu'il a. Après ça, au plan de ce que les gens font, là, vraiment, les gens peuvent aller laisser aller leur créativité, mais tout en tenant toujours compte du fait qu'on a certaines limites physiques, des contraintes, c'est ça, des contraintes. Qui sont imposées par le coup, en fait. Qui sont imposées malheureusement par le coup, oui. J'ai dit ça tire quasiment sa fin. Pour conclure, peut-être qu'on aille vers ce genre de réflexion-là. Ça va être quoi le défi, en fait, pour ces voies alternatives-là dans le futur? Parce que je vous entends parler depuis tantôt, puis j'ai l'impression que ces voies-là, elles sont essentielles à une littérature et à une vie littéraire, littéralement, là, comme on apprend dans les salles de classe, quand on est à l'université, pratiquement. Mais sans elles, sans ces voies-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se perd, tant pour l'artiste qui écrit, qui veut ou qui fait de l'art visuel, tant pour l'art de la scène. Mais j'ai l'impression qu'il me semble y avoir de plus en plus de défis à ces voies en dehors de la marge. C'est une vaste question pour terminer cette discussion, mais je dirais comme je me suivrais juste tout à l'heure, je disais qu'on avait les marges confortables au Québec, puis que c'est important qu'on continue à nourrir ces marges-là, qu'on continue à créer ces voies-là alternatives. Bien sûr, on voudrait que tout le monde
ou en tout cas le plus de gens possible, le plus de revues possible, le plus d'auteurs, d'autrices possibles puissent créer, puissent vivre de leur art. Je pense qu'il y a ça aussi. Je dirais que le plus grand défi, c'est de continuer à faire peut-être communauté, de continuer à s'aider dans les marges. Avec Marie, depuis le début, j'ai toujours envie de faire des millions de partenariats. Je veux toujours retourner vers mes habitudes, vers les revues. Il y en a un qui peut l'être. C'est ça. Mais je pense de continuer à faire communauté, de continuer à réfléchir ensemble, puis de pas. Parce que je pense que c'est une tentation de s'institutionnaliser, de vouloir, de se dire, bon, quand est-ce que je vais quitter cette marche-là, quand est-ce que je vais arrêter d'être alternatif, puis je pense, je le redis, c'est confortable d'être. Moi, je rebondirais là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui le sait, mais nous, on y a pensé à un certain moment. Est-ce qu'on s'enregistre? Est-ce qu'en bonne et due forme, on devient une organisation? Et on a fait le choix de ne pas aller là, puis de prioriser justement nos communautés. Tu le dis bien, mais c'est ça, d'aller aussi vers les autres, les partenariats. Comme nous, à chaque année, on donne carte blanche à un collectif où ça pourrait être une revue littéraire, d'essayer de créer des ponts. Après ça, où c'est que je m'en vais avec ça? Je ne sais déjà pas, mais je trouve ça juste beau. Beau. Non, mais ce qu'on est capable de faire, pour vrai, on fait beaucoup avec peu. On va se le dire, là, au Québec, dans le milieu littéraire, dans le milieu artistique, on fait beaucoup avec peu, et d'autant plus quand on est dans la marge. Fait que c'est un choix conscient, on choisit quelque part, je ne sais pas si c'est pour ça pour vous, mais on choisit, c'est ça, de rester... Faire communauté, je trouve ça très beau. Ah ouais, c'est magnifique. Dans la belle, tantôt, mais aussi résister à l'institutionnalisation de ces voix. Résister à l'envie de sortir de la marge. Mais il faut se poser la question. Ben, moi, je ne vous cacherai pas que le défi principal, c'est le financement. Je pense que tout le monde est au courant de ce problème-là. Mais je pense qu'il faut quand même et encore en parler parce que c'est vrai, comme on disait, on peut toujours rémunérer le mieux possible les artistes, les collaborateurs, collaboratrices. On parle d'artistes, mais on parle de critiques, on parle de graphistes, on parle de réviseurs linguistiques. L'équipe qui nous entoure. L'équipe aussi, nos équipes. Oui, nous-mêmes, on aimerait ça manger. Parce que veut pas, ça participe de l'épuisement des revues, le fait qu'il y ait un roulement, parce que c'est pas des postes viables à long terme, parce qu'on peut pas rêver à l'achat d'une propriété en travaillant de tout ça, c'est des freins. En même temps, bon, ça fait justement qu'il y a de la vie, qu'il y a du mouvement, qu'il y a de la rotation. Mais je pense que ça va être un défi de préserver ça. Je m'en veux de ne pas avoir les chiffres sur le bout des doigts, mais le Québec est vraiment extrêmement riche dans le milieu des périodiques culturels. C'est un des endroits où il y en a le plus dans la francophonie, il y a une plus grosse concentration. Et il y a cette volonté de créer là, il y a cette volonté d'investir cette voie marginale-là qui permet beaucoup de choses, qui permet d'essayer de tenter des choses. Je pense que le défi, ça va être de la préserver, de la maintenir. On a la SODEP qui nous aide beaucoup là-dedans. Il faut préserver la SODEP, il faut la financer déjà, mais aussi la consulter ses services. Donc, je pense que les défis vont être multiples, mais honnêtement, je suis très confiante parce que de voir les communautés qui se forment, de voir comment les gens ont besoin de ces espaces-là, je ne peux pas croire que ça va disparaître. Je ne peux pas le croire. On peut s'applaudir. Oui, vraiment. C'est la manière de donner l'entretien. J'avais justement une question. Quelle est la manière de finir ce genre d'entretien-là? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin. C'est comme si il fallait laisser la discussion ouverte. Je tiens à vous remercier sincèrement Anne-Marie Duquette du Savard, Annabelle Moreau de Pavillon, Elisabeth Leblanc-Duchot du Off Festival de Poésie. Bon, je prêche pour ma paroisse, parce que je viens de Trois-Rivières. Le Off et le Savard font tellement pour la communauté tricluvienne que sans ces deux institutions-là, je ne sais pas, parce que c'est quasiment ça, c'est devenu même sur la marge, quasiment des institutions marginales. Mais sans ces voix-là, il y a quelque chose de Trois-Rivières qui tombe. Donc, merci beaucoup d'être là, de tenir le fort pour nous qui aiment ce genre de choses.